Par un jour de rage, le fils en fauteuil roulant du milliardaire s'est retrouvé piégé dans la boue, pleurant désespérément. Mais alors, une pauvre petite fille a fait l'impensable. Elle l'a porté sur son dos jusqu'à la sécurité, choquant tous ceux qui en ont été témoins. Avant de plonger dans l'histoire, laissez un commentaire ci-dessous et dites-nous d'où vous regardez. Profitez de l'histoire. La pluie tombait comme la colère cet après-midi-là à Paris. Pas le genre doux qui murmure contre les fenêtres, mais le genre violent qui hurle. François Dubois se tenait devant les fenêtres, allant du sol au plafond de son penthouse, regardant la ville en contrebas disparaître sous des rideaux d'eau grise. Son téléphone vibra pour la 14e fois. Son assistante Céline, sa voix tendue d'inquiétude. « Monsieur Dubois, l'école a appelé à nouveau. Les inondations s'aggravent près du parc du Luxembourg. Ils demandent à tous les parents d'envoyer... »« Envoyez Henri », interrompit François, ses yeux ne quittant jamais l'orage. « Dites-lui de prendre le Range Rover et d'apporter des couvertures supplémentaires. » Henri était son chauffeur. Henri était toujours son chauffeur. François Dubois n'allait pas chercher son fils de 8 ans à l'école lui-même. Il construisait des empires. Il concluait des accords de plusieurs milliards. Il transformait des entreprises en difficulté, en mine d'or. À 35 ans, il avait déjà accompli ce que la plupart des hommes ne pourraient pas en 3 vies. Mais aller chercher son fils de 8 ans à l'école, c'était le travail du personnel. Son fils Thomas. Le garçon dont les jambes ne fonctionnaient plus depuis l'accident survenu 3 ans plus tôt. L'accident qui avait emporté sa femme Élise et laissé leur fils en fauteuil roulant. L'accident auquel François ne pouvait pas penser sans avoir l'impression que sa poitrine était écrasée dans un étau. « Monsieur Dubois ?» La voix de Céline se brisa légèrement. « Henri ne peut pas passer. Le pont vers le Luxembourg est complètement inondé. Les services d'urgence disent... » La main de François se resserra autour de son téléphone. Pour la première fois en plusieurs heures, la peur transperça son armure de contrôle. « Que me dites-vous, Céline ? L'école évacue, mais ils ne peuvent pas atteindre le champ où la classe de Thomas faisait leur projet scientifique en plein air. L'eau est montée trop vite. Ils sont piégés sur une petite colline, mais elle se transforme en île et... » François était déjà en mouvement, saisissant son manteau, ses clés, son portefeuille. Appelez les services d'urgence. Dites-leur que mon fils est là-bas. Dites-leur que je paierai ce qu'il faudra pour obtenir des hélicoptères, des bateaux, tout ce dont ils ont besoin. Ils essaient, monsieur Dubois. Mais l'orage est trop dangereux pour... Il n'attendit pas d'entendre le reste. Il était déjà dans l'ascenseur privé, descendant 60 étages, son cœur battant d'une manière qu'il n'avait pas connue depuis la nuit où Élise était morte. Depuis la nuit où il était arrivé trop tard pour dire au revoir. 20 minutes plus tard, François se tenait au bord de ce qui était autrefois le parc du Luxembourg. L'eau avait transformé la douce pente en une rivière brune tourbillonnante. Au loin, peut-être à 300 mètres, il pouvait les voir. Un groupe de petites silhouettes blotties sur ce qui restait de la petite colline du champ scientifique. Des enseignants, des enfants, et quelque part parmi eux, son fils, Thomas. Sa voix fut avalée par l'orage. Des policiers essayèrent de le retenir. « Monsieur, vous ne pouvez pas y aller, le courant est trop fort. Le sauvetage professionnel est en route, mais avec ce temps, c'est mon fils là-bas. Je comprends, mais si vous y allez, vous vous noierez. Vous devez attendre. » Attendre ? François Dubois avait passé 3 ans à attendre. Attendre que Thomas remarche. Attendre que le chagrin s'estompe. Attendre que sa vie ressemble à autre chose qu'une performance soigneusement construite. Et maintenant, il lui demandait d'attendre pendant que son fils était coincé dans des eaux montantes. Mais même alors que la rage et le désespoir brûlaient en lui, François connaissait la vérité. Il était un milliardaire, pas un nageur de sauvetage. Il avait de l'argent et du pouvoir, mais aucun des deux ne pouvait combattre ce courant. Aucun ne pouvait sauver son garçon. C'est alors qu'il la vit, une petite silhouette se déplaçant le long du bord de l'eau. Une petite fille, pas plus de 7 ans, trempée jusqu'aux os, ses vêtements pendant sur son corps mince comme des chiffons. Elle n'avait ni parapluie, ni imperméable. Ses cheveux noirs étaient plaqués sur son visage, et même à distance,
François pouvait voir qu'elle tremblait, mais elle ne fuyait pas l'inondation, elle la fixait, regardant les enfants piégés sur cette colline lointaine. Et puis, avant que quiconque ne puisse l'arrêter, avant que quiconque ne réalise ce qu'elle faisait, la petite fille entra dans l'eau. « Hé, arrêtez cet enfant !» cria un officier. Mais elle était déjà partie, disparaissant dans le courant brun, et François sentit son sang se glacer. Un autre enfant sur le point de mourir parce que cette ville ne pouvait pas gérer un orage. Une autre famille sur le point d'être détruite, sauf qu'elle ne se noyait pas. La petite fille nageait, luttant contre le courant avec une détermination qui semblait impossible pour quelqu'un de si petit. François regardait figé, tandis qu'elle se frayait un chemin vers les enfants échoués, ses petits bras coupant l'eau avec des mouvements féroces et désespérés. « Qui est-ce » murmura François. Personne ne répondit, personne ne savait. Tout ce qu'il pouvait faire était de regarder comment une fillette sans abri de 7 ans faisait ce que des professionnels formés et des pères riches ne pouvaient pas. Elle allait essayer de les sauver. Et d'une manière ou d'une autre, impossiblement, François crut qu'elle pourrait réellement réussir. Le monde de François se rétrécit à cette petite silhouette luttant à travers l'eau tourbillonnante. La petite fille atteignit d'une manière ou d'une autre la colline où Thomas et ses camarades de classe étaient blottis. Elle se hissa sur la pente boueuse, sa poitrine haletante, son corps tremblant. Les enseignants gesticulaient frénétiquement, lui disant probablement d'attendre les secours. Mais elle n'était pas intéressée à attendre. Elle se dirigea directement vers Thomas dans son fauteuil roulant. François regarda avec incrédulité alors qu'elle soulevait son fils sur son dos. Les bras de Thomas s'enroulèrent autour de ses épaules, son poids faisant presque plier ses genoux. Puis, elle retourna dans l'eau. « Elle est vraiment en train de le faire », murmura un policier à côté de François. Le voyage de retour fut une agonie. Chaque vague menaçait de les faire tomber. La fille trébuchait, tombait à genoux, se relevait. Thomas s'accrochait à elle, son visage enfoui dans son épaule. « Allez, ma chérie », murmura François. « Juste un peu plus. 50 mètres. 40. 30. » François passa devant les officiers, entrant dans l'eau moins profonde. « Je vous ai, petite. Continuez à venir. 20 mètres. 15. 10. » Puis, François était là, saisissant Thomas, tirant son fils dans ses bras. Son garçon pleurait, tremblait, mais était vivant. « Papa, elle m'a sauvé !» sanglota Thomas. « Cette fille m'a sauvé. » François se retourna pour la trouver. La petite fille était assise sur la berge boueuse, entourée de paramédics qui l'enveloppaient dans des couvertures d'urgence. Elle était pâle, tremblant violemment, ses lèvres bleues. Un paramédic parlait avec urgence dans sa radio. Enfant de sexe féminin, 7 ans, signe d'hypothermie. Et elle brûle de fièvre, fièvre élevée. Le sang de François se glaça. Quoi ? Le visage du paramédic était grave. Cet enfant est malade, vraiment malade. Elle n'aurait pas dû être dehors par ce temps, encore moins nager dans une inondation. Nous devons l'emmener à l'hôpital maintenant. Elle était malade. François luttait pour traiter cette information. Elle était malade et pourtant elle a sauvé mon fils. Il la chargeait déjà dans une ambulance. Alors qu'il soulevait la civière, ses yeux s'ouvrirent brièvement. Des yeux sombres et fatigués qui trouvèrent François à travers le chaos. Elle essaya de sourire. « Garçon va bien ?» Quelque chose se brisa dans la poitrine de François. « Oui, ma chérie, il va bien grâce à toi. » Elle hocha la tête, satisfaite. Puis ses yeux se fermèrent. « Attendez !» appela François. « Comment s'appelle-t-elle? Où sont ses parents ?» Un paramédic secoua la tête. « Pas d'identité. Vêtements donnés par un refuge. Nous pensons qu'elle est sans abri. » Les portes de l'ambulance claquèrent. Les sirènes hurlèrent. La petite fille qui avait sauvé son fils disparut dans l'orage. François resta debout, en tenant Thomas, regardant. Les lumières rouges s'estompèrent autour d'eux. Les parents se réunirent avec leurs enfants. Le soulagement et la gratitude remplissaient l'air. Mais François ne pouvait penser qu'à une fillette malade et sans abri de 7 ans qui avait été plus courageuse que quiconque qu'il avait jamais connu. « Papa !» chuchota Thomas. « Nous devons l'aider. Nous devons la trouver. » Pour la première fois en 3 ans, François ressentit autre chose que de l'engourdissement. Il ressentit un but. « Nous le ferons », promit-il.
Je te le jure, Thomas, nous le ferons. Les urgences de l'hôpital Saint-Louis étaient un chaos. François traversa tout comme s'il en était propriétaire. Sa fondation avait fait un don de 10 millions à cet hôpital. Thomas était dans son fauteuil roulant à côté de lui, refusant de rentrer à la maison jusqu'à ce qu'il trouve son ange. Si cette histoire a touché votre cœur, n'oubliez pas de la liker et de la partager avec des amis et des proches qui ont besoin d'entendre ce message d'espoir. Pour continuer à soutenir des histoires comme celle-ci et avoir accès à du contenu exclusif, envisagez de devenir membre de la chaîne en cliquant sur le bouton « Devenir membre » ci-dessous. Chaque don nous aide à continuer à vous apporter des histoires inspirantes comme celle-ci. Commentez ci-dessous quelle a été votre partie préférée et quelle histoire vous aimeriez entendre ensuite. Monsieur Dubois, le docteur Claire Lambert s'approcha avec une tablette. Votre fils est en bonne santé. Pas de blessure, pas d'hypothermie. Il a de la chance. Où est-elle, la fille qui l'a sauvé? L'expression du docteur Lambert changea. Soins intensifs pédiatriques. Elle a une pneumonie sévère. Elle est malade depuis au moins une semaine. Le fait qu'elle soit entrée dans cette eau, la docteure secoua la tête. Les 48 prochaines heures sont critiques. Pouvons-nous la voir? Elle est inconsciente et nous avons des protocoles. Docteur Lambert. La voix de François était calme mais ferme. Cet enfant a risqué sa vie pour mon fils. J'ai besoin de la voir. La docteure l'étudia puis hocha la tête. Chambre 412. Quelques minutes seulement. La fille paraissait impossiblement petite dans ce lit d'hôpital, entourée de moniteurs et de lignes intraveineuses. Ses cheveux noirs étaient maintenant propres, brossés par une infirmière gentille. Un masque à oxygène couvrait la moitié de son visage. « Pouvons-nous entrer ?» chuchota Thomas. À l'intérieur, Thomas approcha son fauteuil du lit. « Je ne connais même pas son nom. Elle a sauvé ma vie et je ne connais pas son nom. »« Nous le découvrirons, » promit François. Mais découvrir s'avéra impossible. Pas de dossier, pas de parents, pas de signalement de personnes disparues. Elle avait été admise comme Jane Doe, sans rien d'autre que des vêtements déchirés. François passa des appels. Il contacta tous les refuges, engagea des enquêteurs, offrit des récompenses. Mais une fillette sans nom de 7 ans sans abri pouvait être n'importe qui ou personne. 2 jours passèrent. L'état de la fille se stabilisa mais ne s'améliora pas. Elle resta inconsciente, combattant une bataille que les milliards de François ne pouvaient pas aider à gagner. Il venait tous les jours, parfois avec Thomas, parfois seul. Il se surprit à lui parler, partageant des choses qu'il n'avait dites à personne. « Ma femme est morte il y a 3 ans, dit-il le 3e jour. Accident de voiture, elle emmenait Thomas à l'entraînement de football. Élise est morte instantanément. La colonne vertébrale de Thomas a été endommagée. Les médecins ont dit qu'il ne marcherait plus jamais. Les machines bipaient régulièrement. Je me blâme, j'aurais dû conduire pour eux, mais j'étais en réunion, toujours en réunion. » Il se pencha en avant, et puis tu es apparu. Une petite fille malade et sans abri, qui avait toutes les raisons de se sauver elle-même. Mais tu as vu mon garçon en danger, et tu n'as pas hésité. Tu as simplement agi. Sa voix se brisa. Tu as plus de courage dans ton petit doigt que j'en ai dans tout mon corps. J'ai besoin que tu continues à te battre, ma chérie. Thomas veut te remercier. Et j'ai besoin de savoir que la bonté comme la tienne ne disparaît pas simplement. Le lendemain matin, un petit bruit le réveilla de la chaise. Une petite toux. Les yeux de la fillette étaient ouverts, des yeux bruns grands et confus, le regardant. « Bonjour, » dit François doucement. « Tu es en sécurité. Tu es à l'hôpital. Tu es en sécurité. » Elle cligna des yeux. Ses lèvres bougèrent. « Garçon ?» Les larmes jaillirent aux yeux de François. Après tout, sa première pensée était encore Thomas. « Il est parfait. Il est en sécurité grâce à toi. Tu l'as sauvé. » Une larme coula sur sa joue, mais elle souriait. C'est alors que François Dubois prit la décision qui allait tout changer. L'assistante sociale arriva dans l'heure. Amélie Bertrand semblait épuisée, son dossier mince. « Nous ne savons pas qui elle est, » dit Amélie. « Nous avons vérifié toutes les bases de données. C'est comme si elle n'existait pas sur le papier. Comment est-ce possible, monsieur Dubois ? Beaucoup d'enfants passent entre les mailles du filet, des familles sans papier, des personnes hors système.
Quand elle sera suffisamment rétablie, elle ira en famille d'accueil. Et si elle n'allait pas en famille d'accueil, je veux l'adopter. » Amélie le regarda fixement. « Vous ne pouvez pas simplement... Il y a des processus, des études de foyer. Cela prend des mois, parfois des années. J'ai des ressources, des avocats, des connexions, de l'argent. J'ai une maison avec de l'espace et un fils qui n'a pas arrêté de parler d'elle. Dites-moi ce que je dois faire. » Amélie l'étudia. Pourquoi? La vraie raison? François pensa à Élise, à Thomas souriant à nouveau pour la première fois depuis la mort de sa mère, à une petite fille qui était entrée dans une inondation. Parce que mon fils sourit à nouveau. Il veut l'aider. Et je veux être le genre d'homme qui fait ce qui est juste, même quand c'est compliqué. Amélie hocha lentement la tête. D'accord, je vais commencer les démarches. Mais ce ne sera pas facile. Cela pourrait prendre 6 mois ou plus. Et en attendant, si vous vous qualifiez comme famille d'accueil, elle pourrait être placée chez vous temporairement. Mais cela est à plusieurs semaines. Cet après-midi-là, François retourna à la chambre 412. La fille était éveillée, légèrement assise, mangeant du pudding avec l'aide d'une infirmière. Elle semblait dépassée par tout, mais quand elle vit François, son expression s'adoucit. « Bonjour, courageuse fille », dit François. « Tu te sens mieux ?» Elle hocha timidement la tête. « J'ai réfléchi. Tu as sauvé mon fils et je ne connais même pas ton nom. » La fille resta silencieuse pendant longtemps, puis à peine au-dessus d'un murmure. « Sophie, Sophie, c'est magnifique. Je suis François et mon fils est Thomas, le garçon que tu as sauvé. »« Thomas », répéta-t-elle, souriant légèrement. « Sophie, je veux te demander quelque chose d'important. As-tu de la famille? Des parents? Quelqu'un qui te cherche ?» Le sourire disparut. Sophie secoua la tête, des larmes se formant. « Eh, c'est bon, » dit François gentiment. « J'essaie juste d'aider. Maman est partie, » murmura Sophie. « Elle est tombée malade l'hiver dernier. Nous vivions dans une voiture et elle est tombée très malade et puis elle ne put finir. » Le cœur de François se brisa. « Je suis tellement désolée, ma chérie. J'ai essayé de l'aider, » dit Sophie, des larmes coulant. « J'ai essayé de la garder au chaud et de trouver de la nourriture et des médicaments, mais je n'étais pas assez bonne. Je n'ai pas pu la sauver. » « Oh, Sophie !» François prit sa petite main. « Ce qui est arrivé à ta mère n'était pas ta faute. Tu étais une petite fille qui faisait tout ce qu'elle pouvait. Elle me manque, je sais. Ma femme me manque aussi, la mère de Thomas. Elle est morte dans un accident. Et parfois ça fait si mal que je peux à peine respirer. Mais tu sais ce qui aide? Avoir des gens autour qui se soucient. Sophie, voudrais-tu que Thomas et moi soyons ces personnes pour toi? » Elle cligna des yeux, confuse. « Que voulez-vous dire? Quand tu iras mieux et que tu sortiras de cet hôpital, je ne veux pas que tu ailles avec des étrangers. Je veux que tu viennes vivre avec nous. Tu aurais ta propre chambre, des vêtements chauds, de la nourriture, les meilleurs médecins. Et plus que cela, tu aurais une famille, si tu en veux une. » Sophie le regarda fixement. « Mais pourquoi? Je ne suis personne. » « Tu n'es pas personne. Tu es la courageuse fille qui a sauvé mon fils. Tu es Sophie. Et tu es extraordinaire. Je serais honoré si tu me laissais être ton père. » Les larmes vinrent plus fort, mais elles étaient différentes. Des larmes d'espoir. Sophie serra la main de François. « Oui, » murmura-t-elle. « Oui, s'il vous plaît. » La vie soigneusement contrôlée de François Dubois devint merveilleusement, terriblement compliquée. Le premier mois fut plus difficile que ce à quoi François s'attendait. Il avait construit des empires commerciaux et négocié des accords de milliards. Mais être père d'une fillette traumatisée de 7 ans qui avait vécu dans la rue, c'était la chose la plus difficile qu'il ait jamais faite. Sophie arriva à la maison par un après-midi gris d'octobre. François avait converti une chambre d'amis en quelque chose sorti d'un conte de fées. Des murs roses doux, un lit à baldaquin, des étagères remplies de livres et de peluches, un siège près de la fenêtre surplombant la ville. Mais quand Sophie la vit, elle éclata en sanglots. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» paniqua François. « Nous pouvons changer tout ce que tu veux. »« C'est trop !» sanglota Sophie. « Je ne mérite pas cela. » François s'agenouilla à son niveau. « Sophie, tu mérites cela et bien plus encore. Tu n'es pas un fardeau, tu es une bénédiction. » Mais la convaincre prit du temps. Sophie se réveillait à l'aube, faisant son lit avec une précision militaire.
Terrifiée d'être un problème, elle mangeait de minuscules portions comme si la nourriture pouvait s'épuiser. Elle sursautait au bruit fort et s'excusait constamment. Thomas, cependant, était déterminé à aider. Malgré son fauteuil roulant, il s'était nommé guide de Sophie. « Tu n'as pas besoin d'avoir peur ici », Thomas lui dit un soir. « Papa est vraiment riche. Nous avons tellement de nourriture que nous en jetons et la maison est énorme. Tu ne prends la place de personne. » Sophie le regarda avec de grands yeux. « Vraiment, vraiment. Et tu es la personne la plus cool que je connaisse. Tu m'as porté à travers une inondation. Tu es comme une super-héroïne. » Un sourire authentique apparut sur le visage de Sophie, le premier que François avait vu. Les nuits étaient les plus difficiles. Sophie avait de terribles cauchemars qui la laissaient hurlante. La première fois, François courut pour la trouver, se débattant dans son lit, pleurant pour sa mère. « Je te tiens », dit François, s'asseyant au bord de son lit. « Tu es en sécurité, juste un mauvais rêve. » Elle se jeta contre lui, sanglotant sur son épaule. François l'atteint, cette petite fille qui était d'une manière ou d'une autre devenue sa fille, et se retrouva à pleurer aussi. « Je te tiens, ma chérie. Tu es à la maison maintenant. » Les cauchemars continuèrent, mais François était toujours là, lui lisant des histoires, assis près de son lit. Lentement, ils devinrent moins fréquents. Les jours tombèrent dans une routine. François inscrivit Sophie à l'école de Thomas et engagea un tuteur. À sa surprise, Sophie était brillante. Malgré avoir manqué des années de scolarité, elle absorbait tout. « Elle est douée », son tuteur dit à François. « Vraiment douée. Avec le bon soutien, il n'y a pas de limite à ce qu'elle pourrait réaliser. » Mais ce furent les petits moments qui les changèrent. Thomas enseignant des jeux vidéo à Sophie, Sophie lisant à Thomas avec des voix drôles qui le faisaient rire, les deux conspirant pour manger de la glace au petit déjeuner. « Vous deux êtes de terribles influences », dit François un matin, essayant de paraître sévère alors qu'il lui souriait. « Mais tu nous aimes quand même », dit Thomas avec confiance. « Oui », ajouta doucement Sophie, « n'est-ce pas ?» François regarda ses deux enfants et sentit son cœur gelé s'ouvrir. Plus que tout au monde. Le processus d'adoption avança. Des assistants sociaux interviewèrent tout le monde. Tous ceux qui rencontraient Sophie tombaient amoureux d'elle. Mais il y avait un problème. Amélie Bertrand arriva par un froid après-midi de novembre, son expression troublée. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda François. Les analyses sanguines de Sophie de son bilan de santé. Les médecins ont trouvé quelque chose, une irrégularité. Ils veulent plus de tests. François sentit de la glace dans ses veines. Quel genre d'irrégularité? Ils ne sont pas sûrs. Cela pourrait n'être rien. Cela pourrait être résiduel de la pneumonie. Mais, Monsieur Dubois, il y a une possibilité que cela puisse être quelque chose de génétique, quelque chose de grave. À quel point est-ce grave? Ils ont mentionné des problèmes cardiaques ou d'organes génétiques. Les tests prendront des semaines. François pensa à la mère de Sophie mourant dans une voiture, à Sophie malade de pneumonie quand elle avait sauté dans cette inondation, à cette brave enfant portant potentiellement quelque chose qu'aucun argent ne pouvait réparer. « Nous ferons tous les tests », dit-il fermement. « Chaque spécialiste, tout ce qui est nécessaire. » Après qu'Amélie soit partie, François s'assit seul. À travers la porte, il entendait Sophie et Thomas rire, des sons normaux d'un après-midi normal. Sauf que rien n'était normal. Et pour la première fois depuis qu'il avait décidé d'adopter Sophie, François ressentit tout le poids de la peur. Et s'il la perdait aussi? Et si cette petite fille qui avait ramené la lumière était emportée comme Élise? Et si son amour n'était pas suffisant pour sauver quelqu'un à nouveau? 3 semaines plus tard, François était assis dans le bureau du docteur Juliette Moreau à l'hôpital pédiatrique principal de Paris. Sophie était dans la salle d'attente avec Thomas, tous deux jouant avec des tablettes, inconscients de l'orage, sur le point d'éclater. Le docteur Moreau était l'une des principales cardiologues pédiatriques du pays. François avait payé une fortune pour la voir immédiatement. Maintenant, en regardant son expression grave, il souhaitait avoir attendu. « Monsieur Dubois, » commença le docteur Moreau, « Sophie a une cardiomyopathie dilatée. C'est une maladie cardiaque génétique où le muscle cardiaque devient affaibli et agrandi, rendant difficile le pompage efficace du sang.
Les mots frappèrent comme des coups physiques. À quel point est-ce mauvais? Elle est au premier stade, c'est pourquoi nous l'avons presque manqué. La pneumonie et l'hypothermie ont stressé son cœur de manière significative. C'est ainsi que nous l'avons découvert. Mais, monsieur Dubois, cette maladie est progressive. Sans traitement, son cœur continuera de s'affaiblir. Quel traitement? Chirurgie? Médicaments? L'expression du docteur Moreau devint plus grave. Les médicaments peuvent aider à gérer les symptômes et à ralentir la progression. Mais ce n'est pas un remède. La réalité est que Sophie aura probablement besoin d'une transplantation cardiaque dans les prochaines années, possiblement plus tôt. La pièce tourna. François saisit sa chaise. Une transplantation cardiaque. Elle a 7 ans. Je sais que c'est dévastateur, mais il y a plus. Le docteur Moreau sortit un graphique. Cette condition est génétique. Étant donné que la mère de Sophie est morte jeune, elle avait probablement la même condition. Sans soins médicaux, les symptômes auraient été faciles à manquer. Alors quand Sophie est entrée dans cette inondation pour sauver Thomas, elle était déjà malade. Pas seulement la pneumonie, mais une condition cardiaque qui rendait tout effort extrême potentiellement mortel. Ce que Sophie a fait n'était pas seulement courageux, c'était miraculeux. Son cœur n'a pas complètement lâché. François sentit des larmes brûlantes. Elle aurait pu mourir. Elle a failli mourir. La combinaison aurait dû être fatale. Cette petite fille a le cœur d'une combattante, même si ce cœur est physiquement défaillant. Que faisons-nous maintenant? Nous commençons immédiatement la médication pour soutenir la fonction cardiaque, des contrôles hebdomadaires, des tests mensuels. Nous la gardons aussi saine que possible et nous la mettons sur la liste de transplantation. Combien de temps dure l'attente? Le silence du docteur Moreau fut une réponse suffisante. François se pencha en avant. Dites-moi ce dont elle a besoin. N'importe quel spécialiste, n'importe quel traitement, n'importe où dans le monde. L'argent n'est pas un obstacle. Je sais, et vos ressources aideront, mais en fin de compte, Sophie a besoin d'un donneur. C'est quelque chose que même votre argent ne peut pas contrôler. Nous ne pouvons qu'attendre et espérer. Espérer, répéta François amèrement. Je suis censé dire à cet enfant que son avenir dépend de l'espoir. Non, dit doucement le docteur Moreau. Vous êtes censé lui dire qu'elle est aimée, pas seule, et que vous vous battrez pour elle chaque jour. C'est ce dont elle a le plus besoin. François trouva Sophie et Thomas dans la salle d'attente. Ils levèrent les yeux quand il s'approcha et il força un sourire. « Tout va bien, papa ?» demanda Thomas, inquiet. « Tout va bien », mentit doucement François. Le docteur Moreau veut juste s'assurer que Sophie reste super en bonne santé. Elle prendra des médicaments et verra le médecin plus souvent, juste pour être sûre. Sophie le regarda avec ses yeux bruns connaisseurs. Elle avait survécu dans les rues, en lisant les gens, en sentant le danger. François pouvait voir qu'elle savait qu'il ne disait pas tout, mais elle n'insista pas. Elle hocha simplement la tête et prit sa main alors qu'il partait. Cette nuit-là, après que les 2 enfants dormaient, François se tenait dans son bureau, regardant l'horizon de Paris. La ville scintillait en bas, des millions de lumières représentant des millions de vies. Quelque part était une famille qui ne savait pas qu'une tragédie approchait. Quelque part était un enfant dont le cœur s'arrêterait, mais dont la mort pourrait sauver la vie de Sophie. La pensée le rendit malade. Comment prie-t-on pour une telle chose? Comment espérer un miracle qui nécessite le cauchemar de quelqu'un d'autre? Son téléphone vibra. Amélie Bertrand. Audience d'adoption prévue pour le 15 décembre. La juge veut rencontrer Sophie. Ce sont de bonnes nouvelles. Nous avançons. 15 décembre, 6 semaines. Sophie deviendrait officiellement sa fille. En supposant que rien ne tourne mal, en supposant qu'elle vive assez longtemps pour le voir. François ferma les yeux, pensant à Élise. Il murmura à sa femme morte, à Dieu, à quiconque écoutait. « Je ne peux pas en perdre une autre. S'il vous plaît, aidez-moi à la sauver. » Les lumières de la ville scintillaient. La nuit s'approfondit. Dans sa chambre, Sophie dormait paisiblement, ignorant que son nouveau père venait d'apprendre qu'elle vivait sur du temps emprunté, ignorant que l'homme qu'elle avait sauvé était maintenant déterminé à remuer ciel et terre pour sauver la sienne. Même si cela signifiait affronter les coins les plus sombres de l'espoir et du désespoir.
même si cela signifiait apprendre que parfois l'amour n'est pas suffisant. Décembre arriva avec de la pluie froide et des peurs plus sombres. Sophie commença la première année à l'école de Thomas, un point lumineux dans l'obscurité. Son professeur appelait François chaque semaine, avec le même rapport émerveillé. Sophie était extraordinaire, première de sa classe en lecture et en mathématiques. Gentille avec chaque élève, toujours aidant les autres. Elle est spéciale, monsieur Dubois, dit madame Dupont. Dans toutes mes années d'enseignement, je n'ai jamais rencontré une enfant comme elle. Mais sous la normalité, la terreur vivait. Chaque matin, François vérifiait les médicaments de Sophie. Chaque nuit, il écoutait à sa porte, s'assurant qu'elle respirait. Chaque rendez-vous médical semblait comme marcher vers la potence. Les rapports du docteur Moreau étaient toujours les mêmes, stables mais en déclin. Les médicaments aidaient, mais c'était un pansement sur une plaie par balle. Le cœur de Sophie s'affaiblissait, lentement mais sûrement. « Combien de temps ?» demanda François lors d'une consultation, lorsque Sophie était hors de portée de voix. 6 mois, peut-être 1 an, avant qu'elle ne passe au statut critique sur la liste de transplantation. Après cela, le docteur Moreau ne finit pas. Elle n'avait pas besoin de le faire. L'audience d'adoption arriva le 15 décembre. François habilla Sophie dans une belle robe bleue. Elle ressemblait à une petite princesse nerveuse et excitée. La juge Isabelle Laurent était une femme sévère aux cheveux argentés et aux yeux perçants. Elle interrogea d'abord François, posant des questions pointues sur sa préparation à être un père célibataire de 2 enfants, l'un avec des besoins spéciaux. « Monsieur Dubois, vous êtes un homme occupé, un milliardaire avec des entreprises à diriger. Comment équilibrerez-vous vos responsabilités? Votre honneur, mon fils et ma fille sont mes responsabilités. Tout le reste n'est que des affaires. » Puis la juge parla avec Sophie. François attendit dehors, faisant les 100 pas pendant que Thomas était assis calmement dans son fauteuil roulant. « Elle dira oui, » dit Thomas avec confiance. « Sophie est la meilleure, n'importe qui peut le voir. » 20 minutes plus tard, Sophie émergea, des larmes coulant sur son visage. Le cœur de François s'arrêta. « Chérie, qu'est-ce qui ne va pas ?» Sophie se jeta sur lui. Elle a dit oui. La juge a dit oui. « Je suis vraiment ta fille maintenant. » François la tint, sentant ses propres larmes tomber. « Tu as toujours été ma fille, Sophie. Maintenant, c'est juste officiel. » La juge Laurent les rappela. « Monsieur Dubois, j'approuve cette adoption. Cette petite fille là-dedans m'a dit qu'elle prie chaque nuit pour pouvoir rester avec vous et Thomas pour toujours. Elle a dit que vous êtes le meilleur papa du monde, même si vous brûlez parfois le petit déjeuner. » François rit à travers ses larmes. « Mais plus que cela, continua la juge. Je vois comment vous la regardez, comme si elle avait accroché la lune. C'est ce que chaque enfant mérite. Félicitations, elle est officiellement vôtre. » Cette nuit-là, ils célébrèrent. François commanda une pizza, la préférée de Sophie. Ils regardèrent des films et mangèrent de la glace. Pendant quelques heures, ils étaient juste une famille normale, célébrant un moment heureux. Mais plus tard, quand les enfants dormaient, François s'assit dans son bureau avec un verre de whisky qu'il ne pouvait pas boire. Amélie Bertrand avait envoyé les documents finaux d'adoption. Sophie Grace Dubois, sa fille, légalement et pour toujours, à moins qu'il ne la perde. Son téléphone sonna. « Docteur Moreau, Monsieur Dubois, je voulais que vous l'entendiez d'abord de moi. Nous faisons monter Sophie sur la liste de transplantation. Ces derniers tests montrent une détérioration plus rapide que ce à quoi nous nous attendions. Elle est maintenant dans la catégorie haute priorité. » La main de François se resserra sur le téléphone. « Qu'est-ce que cela signifie ? Cela signifie que nous avons besoin d'un cœur plus tôt que tard. Les 6 prochains mois sont critiques. Si nous ne trouvons pas de donneur dans ce délai, combien de temps a-t-elle? Sans transplantation? Peut-être 1 an? Peut-être moins. Je suis désolé, François. J'aimerais avoir de meilleures nouvelles. » Après que l'appel soit terminé, François s'assit dans l'obscurité. Sa fille, sa courageuse, brillante, belle fille, avait peut-être 1 an à vivre. Et tout son argent, tout son pouvoir, ne pouvait pas changer cela. Il pensa à la mère de Sophie mourant seule dans une voiture, tandis que sa fille essayait de la sauver. À Sophie elle-même, sautant dans une inondation avec un cœur défaillant pour sauver l'enfant d'un étranger. À l'injustice cosmique de tout cela. «
Je ne te laisserai pas partir, François murmura à l'obscurité. Je ne le ferai pas. Mais pour la première fois de sa vie, François Dubois ne savait pas comment tenir une promesse. Janvier apporta de la neige et une décision qui entrait François pour toujours. L'état de Sophie empira. Elle se fatiguait facilement maintenant, ne pouvait pas jouer aussi longtemps que Thomas. Elle s'endormait dans la voiture, à son bureau, pendant les films. Les médicaments perdaient leur efficacité. François jeta de l'argent sur le problème comme une arme. Il engagea la meilleure équipe médicale que l'argent pouvait acheter. Il finança la recherche sur les maladies cardiaques. Il contacta chaque centre de transplantation du pays, les suppliant de prioriser le cas de Sophie. Mais il y avait des règles, des protocoles, des comités d'éthique et des listes d'attente que même des milliards ne pouvaient pas contourner. Il doit y avoir quelque chose, François dit au docteur Moreau lors d'un appel tardif dans la nuit. Un traitement expérimental, une procédure quelconque. Il n'y en a pas, pas encore. La recherche que vous financez pourrait sauver des vies dans 5 ou 10 ans. Mais Sophie n'a pas 5 ans. François raccrocha et fit quelque chose qu'il n'avait jamais fait dans sa carrière d'affaires. Il s'effondra complètement, sanglotant à son bureau, tête dans ses mains, totalement impuissant. Une petite voix depuis la porte. « Papa ?» Sophie était là dans son pyjama, son visage inquiet. « Es-tu triste à cause de moi ?»« Non, ma chérie. Viens ici. » François la tira sur ses genoux, cette fragile enfant dont le cœur se brisait à l'intérieur de sa poitrine. « Je suis juste fatigué. Est-ce parce que je suis malade ?» François se figea. « Quoi ? Je sais que je suis malade, » dit Sophie tranquillement. « J'ai entendu les médecins parler. Quelque chose ne va pas avec mon cœur, comme ma maman. C'est pourquoi je prends des médicaments. C'est pourquoi je me fatigue. » Sophie, vais-je mourir comme ma maman est morte ? La question le brisa. François la tint plus fort. « Non, absolument pas. Nous allons te trouver un nouveau cœur. Et tu vas grandir et aller à l'université et avoir une vie merveilleuse. Mais s'il n'y a pas de cœur, il y en aura. Je te promets qu'il y en aura. » Sophie se recula pour le regarder. « Tu ne peux pas promettre ça, papa. Tu n'es pas Dieu. » La sagesse dans ses yeux de 7 ans le brisa à nouveau. « Tu as raison. Je ne peux pas promettre. Mais je peux promettre que je me battrai avec tout ce que j'ai. Je n'abandonnerai jamais, jamais pour toi. »« D'accord, » murmura Sophie. « Je n'abandonnerai pas non plus. » Après l'avoir remise au lit, François passa un appel qu'il savait qu'il ne devrait pas faire. Un détective privé nommé Nicolas Leroy qui se spécialisait dans la recherche de choses qui n'étaient pas censées être trouvées. « J'ai besoin que vous examiniez quelque chose pour moi, » dit François. « Je veux savoir à propos des options de transplantation internationale, des pays avec différentes règles, différents protocoles. Monsieur Dubois, si vous me demandez ce que je pense que vous me demandez, vous devez être très prudent. Le tourisme médical pour les transplantations est une zone grise. Certains pays sont légitimes, d'autres quoi? La voix de Nicolas était sombre. D'autres ont des marchés noirs, des organes qui viennent de sources douteuses, des personnes qui meurent dans des circonstances suspectes. Vous ne voulez pas aller dans cette direction. Ce que je ne veux pas, c'est voir ma fille mourir. Je comprends. Mais monsieur Dubois, même si vous trouviez quelque chose, pourriez-vous vivre avec vous-même? Pourrait-elle? François ne répondit pas. Il ne savait pas. Le lendemain matin, François se réveilla au son des sirènes. Sophie s'était effondrée dans la salle de bain. L'ambulance l'emmena à l'hôpital Saint-Louis, où le docteur Moreau travailla toute la nuit pour la stabiliser. « Son cœur défaille plus rapidement que ce que nous avions prédit, » dit la docteure, épuisée. « Nous parlons maintenant de semaines, pas de mois, peut-être de jours, si nous n'avons pas de chance. Mettez-la en haut de la liste. Elle est déjà en haut, François. Mais il y a d'autres enfants tout aussi malades, d'autres familles tout aussi désespérées. Le système ne fonctionne pas sur qui peut payer le plus. Il fonctionne sur la nécessité médicale et la compatibilité. Alors changez le système. Je ne peux pas, et vous non plus. Tout ce que nous pouvons faire, c'est attendre. » François passa 3 jours au chevet de Sophie. Thomas venait chaque après-midi après l'école, faisant ses devoirs dans le coin, racontant des histoires à sa sœur pour maintenir son moral. La 3e nuit, Sophie se réveilla pour trouver François endormi dans la chaise à côté de son lit. « Papa » murmura-t-elle. Il se réveilla brusquement. «
Je suis là, ma chérie. De quoi as-tu besoin? J'ai besoin que tu saches quelque chose. La voix de Sophie était faible, mais déterminée. Si je meurs, c'est bon. J'ai eu une famille. J'ai eu toi et Thomas. C'est plus que ce dont j'ai jamais rêvé. Tu ne vas pas mourir. Mais si je le fais, je veux que tu sois heureux. Promets-moi que tu seras heureux. François ne pouvait pas parler. Il tint simplement sa main et pleura. Le lendemain matin, le docteur Moreau prit François à part. Nous avons une piste. Un hôpital à Lyon a un patient pédiatrique sous assistance respiratoire, mort cérébrale, mais le cœur est sain. La famille envisage le don d'organes. S'ils acceptent, et si Sophie est compatible, nous pourrions avoir un cœur dans 48 heures. L'espoir, fragile et terrifiant, fleurit dans la poitrine de François. Quand saurons-nous? Bientôt. Je vous appellerai dès que j'entends quelque chose. François retourna dans la chambre de Sophie et tint sa main, priant tous les dieux dont il avait jamais entendu parler. S'il vous plaît, juste cette fois, laissez venir le miracle. L'appel arriva à 3 heures du matin un dimanche. François dormait dans le fauteuil d'hôpital quand son téléphone vibra. Le nom du docteur Moreau sur l'écran fit accélérer son cœur. François, la famille à Lyon a accepté le don. Ils effectuent des tests de compatibilité maintenant. Résultat dans 6 heures. 6 heures, 360 minutes, 21 600 secondes entre la vie et la mort de sa fille. François parcourut les couloirs de l'hôpital. Thomas arriva à l'aube avec leur gouvernante, Madame Martin, qui était pratiquement devenue de la famille. Les trois attendirent, une petite tribu unie par la peur et l'espoir. Sophie dormit pendant la majeure partie, son corps conservant le peu de force qui restait. Quand elle était éveillée, elle était joyeuse et courageuse, comme si elle pouvait sentir la terreur des adultes et voulait la rendre plus facile pour eux. « Si j'obtiens un nouveau cœur, dit-elle à Thomas, je pourrai courir à nouveau. Nous pourrions faire des courses. Même si tu es en fauteuil roulant, tu es probablement encore plus rapide que moi. »« Probablement, » convint Thomas, sa voix épaisse de larmes qu'il essayait de cacher. « Mais je te laisserai gagner parfois. Ce n'est pas comme ça que fonctionnent les courses. » Sophie rit, puis toussa un son humide et crépitant qui fit geler le sang de François. Le docteur Moreau apparut à 9 heures du matin. Son visage était soigneusement neutre, ce qui signifiait soit de très bonnes nouvelles, soit de très mauvaises. « Nous avons une correspondance, dit-elle, et François sentit ses genoux faiblir. Sophie est compatible. L'équipe de prélèvement d'organes se prépare pour l'extraction. Si tout se passe bien, nous aurons le cœur ici ce soir. La chirurgie commencerait immédiatement. »« Ce soir ?» répéta François. « Elle reçoit un cœur ce soir. En supposant qu'il n'y ait pas de complications avec le prélèvement, en supposant que le cœur reste viable pendant le transport, en supposant que Sophie reste assez stable pour la chirurgie. » Le docteur Moreau mit une main sur son épaule. « François, vous devez comprendre que cette chirurgie est risquée. Son cœur est si faible, il y a une chance qu'elle ne survive pas à l'opération. Quelle est l'alternative? La laisser mourir sans essayer? Non, nous opérons. Mais vous devez être préparé à tous les résultats. » François n'était pas préparé. Comment quelqu'un pourrait-il être préparé à perdre un enfant? Il raconta les nouvelles à Sophie avec soin. « Ma chérie, les médecins t'ont trouvé un cœur. Ils vont faire une chirurgie ce soir pour t'en donner un nouveau. » Les yeux de Sophie s'écarquillèrent. « Vraiment? Quelqu'un donne son cœur? »« Oui, bébé, quelqu'un de très généreux. »« Ils sont morts ?» François hésita, puis hocha la tête. « Oui. » Sophie resta silencieuse pendant un long moment. « C'est triste. Leur famille doit être si triste. Ils le sont, mais ils voulaient aider d'autres personnes, même dans leur chagrin. Ils voulaient que le cœur de leur enfant continue à battre, même si c'était chez quelqu'un d'autre. Alors, je dois vivre, dit Sophie, avec une détermination soudaine et féroce. Je dois vivre pour nous deux, pour moi et pour la personne qui est morte. Oui, dit François, pleurant ouvertement maintenant. Oui, tu dois. La journée se traîna. Des mises à jour arrivèrent toutes les heures. Le prélèvement a été réussi. Le cœur était sain. Le transport était dans les temps. Chaque bonne nouvelle semblait un cadeau fragile qui pouvait se briser à tout moment. À 18 heures, ils préparèrent Sophie pour la chirurgie.
Elle était effrayamment petite sur ce brancard, engloutie par des blouses d'hôpital et des couvertures. Thomas tint sa main jusqu'au dernier moment possible. « Je te verrai après », dit Thomas. « Et puis, nous regarderons tous les films que tu veux. Même les effrayants, même les effrayants. » Sophie regarda François. « Papa, si quelque chose va mal, rien ne va mal. Mais si c'est le cas, je veux que tu saches que tu es le meilleur papa de tous. Toi et Thomas m'avez tout donné. Je vous aime tellement. » François embrassa son front. « Je t'aime aussi, Sophie Grace Dubois, plus que toutes les étoiles dans le ciel. Maintenant, vas-y et batte-toi. Tu es la personne la plus courageuse que j'ai jamais connue. Montre à ce cœur à quel point il a de la chance de battre dans ta poitrine. » Ils l'emmenèrent. François resta dans le couloir longtemps après qu'elle eut disparu, Thomas à côté de lui dans son fauteuil roulant, tous deux pleurant. « Elle va y arriver, » dit Thomas. « Elle doit y arriver. » « Oui, » acquiesça François, car que pouvait-il dire d'autre? On estimait que la chirurgie durerait de 8 à 10 heures. François, Thomas et Madame Martin campèrent dans la salle d'attente chirurgicale. D'autres familles venaient et partaient, leur propre drame se déroulant, mais François remarquait à peine. Son monde entier s'était rétréci à une petite fille et un cœur défaillant. À minuit, le docteur Moreau émergea. Elle semblait épuisée, mais elle souriait. La chirurgie a été un succès. Le nouveau cœur bat fort. Sophie est en récupération. François tomba réellement à genoux. Thomas approcha son fauteuil et ils se tinrent l'un l'autre, sanglotant de soulagement. « Pouvons-nous la voir ?» demanda François. « Bientôt. Elle est encore sous anesthésie. Mais, François, elle va y arriver. Votre fille va vivre. Votre fille va vivre. » Les mots les plus beaux que François ait jamais entendus. 3 jours après la chirurgie, Sophie se réveilla groggy et confuse, branchée à plus de machines que François ne pouvait compter, mais vivante, si merveilleusement, miraculeusement vivante. « Papa ?» Sa voix était à peine un murmure. « Je suis ici, ma chérie, juste ici. Ça a marché? Ça a marché. Tu as un nouveau cœur. Comment te sens-tu? Fatigué? Et ça fait mal. Je sais, bébé, mais tu vas aller mieux chaque jour, je te le promets. » Et ce fut le cas. En 1 semaine, Sophie était assise. En 2, elle marchait lentement dans le couloir de l'hôpital, François planant à côté d'elle. En 3, elle riait des blagues de Thomas et suppliait pour de la vraie nourriture au lieu des repas d'hôpital. « C'est un miracle, » dit le docteur Moreau. « J'ai vu des centaines de transplantations, mais je n'ai jamais vu quelqu'un récupérer aussi rapidement. C'est comme si ce cœur était fait pour elle. » Les médecins autorisèrent Sophie à rentrer chez elle. Début mars, exactement 2 mois après la chirurgie, le Penthouse avait été transformé en installation médicale. Des moniteurs, des médicaments, une infirmière à plein temps. Mais cela n'avait pas d'importance. Sophie était à la maison. Thomas se nomma son comité de divertissement. Il roulait à côté d'elle pendant ses courtes promenades. Il lui lisait quand elle était fatiguée. Il la faisait rire quand elle avait peur. « Tu as sauvé ma vie », lui dit-il un après-midi. « Maintenant, je peux aider à sauver la tienne. Alors nous sommes quittes. » Sophie sourit. Mais tandis que Sophie devenait plus forte, François remarqua quelque chose d'étrange. Elle commença à avoir des rêves vivides qui la laissaient pleurer et confuse. « Je continue à rêver d'un garçon », dit-elle à François un matin. « Il a les cheveux roux et les yeux verts, et il joue au football dans une grande cour avec un chien, un golden retriever. Il est si heureux, papa. » Mais puis tout devient sombre, et je ne peux plus le voir. François sentit une froide terreur. « De quoi d'autre rêves-tu ? Une femme aux yeux gentils. Elle pleure. Elle dit « Prends soin de mon bébé. Garde son cœur en sécurité. » Mais je ne sais pas ce qu'elle veut dire. François savait. Que Dieu l'aide, il savait exactement ce que cela signifiait. Ce soir-là, après que Sophie fut endormie, François appela le docteur Moreau, le donneur d'organes, le donneur du cœur de Sophie. « J'ai besoin de savoir à propos d'eux. L'information du donneur est confidentielle. C'est mieux si... J'ai besoin de savoir. » Le docteur Moreau soupira. Le donneur était un garçon de 9 ans de Marseille. Son nom était Antoine Moreau. Il a été heurté par une voiture en faisant du vélo. Mort cérébrale, mais ses organes étaient parfaits. Sa mère, Marie Moreau,
a accepté le don malgré sa dévastation. Antoine Moreau, cheveux roux, yeux verts, un garçon qui ne grandirait jamais, dont le cœur battait maintenant dans la poitrine de la fille de François. La famille, c'est elle qui a reçu les organes? Non, c'est anonyme, à moins que les deux parties n'acceptent de prendre contact. Je veux les rencontrer. J'ai besoin de les remercier. François, êtes-vous sûr? Ces rencontres peuvent être compliquées, émotionnelles. Je suis sûr. 2 semaines plus tard, François se retrouva assis dans un café à Marseille, attendant Marie Moreau. Elle arriva l'air hanté, une femme mince aux cheveux roux et aux yeux verts tristes qui correspondaient à ceux de son fils. « Monsieur Dubois », dit-elle, sa voix à peine stable, « s'il vous plaît, appelez-moi François, et merci d'avoir accepté de me rencontrer. » Ils s'assirent un long moment. Aucun ne parla. « Comment va-t-elle » demanda finalement Marie. « La fille qui a le cœur de mon fils. Elle s'épanouit, devenant plus forte chaque jour. Son nom est Sophie, et elle a 7 ans. Elle est brillante et courageuse et gentille, comme je suppose que votre fils l'était. » Les yeux de Marie se remplirent de larmes. Antoine était le meilleur garçon. Il aimait le football et les chiens et sa petite sœur. Il allait être un athlète ou un vétérinaire. Il avait toute sa vie devant lui. J'ai accepté de donner parce que je ne pouvais pas supporter l'idée que sa mort ne signifie rien. Si son cœur pouvait sauver quelqu'un, alors peut-être elle ne put finir. François tendit la main à travers la table, prenant la sienne. Il a sauvé quelqu'un, il a sauvé ma fille, et je veux que vous sachiez que Sophie a des rêves sur Antoine. Elle le voit jouer avec un Golden Retriever. Elle entend la voix d'une femme lui disant de garder son cœur en sécurité. Marie haleta. Nous avions un Golden Retriever, Max. Antoine jouait avec lui le jour où elle s'effondra complètement. Madame Moreau, je ne sais pas comment ni pourquoi cela se produit, mais je pense qu'Antoine est toujours avec nous d'une certaine façon, protégeant toujours le cœur qui a sauvé ma fille. Et je pense qu'il serait heureux de savoir qu'il bat chez quelqu'un qui honorera sa mémoire chaque jour. Ils parlèrent pendant des heures. Marie lui raconta Antoine, ses rêves, son rire, sa gentillesse. François lui raconta Sophie, comment elle avait sauvé Thomas, comment elle s'était battue pour survivre, comment elle était déterminée à vivre pleinement à la fois pour elle-même et pour le donneur dont elle avait reçu le don. « J'aimerais la rencontrer », dit finalement Marie. « Si c'est d'accord, j'ai besoin d'entendre son cœur battre à nouveau, même si c'est chez quelqu'un d'autre. Elle aimerait ça aussi. Elle veut remercier la famille qui a sauvé sa vie. » La rencontre fut organisée pour la semaine suivante. Sophie était nerveuse, portant sa robe préférée, tenant fermement la main de François. « Et si elle est triste à cause de moi ?» murmura Sophie. « Et si me voir lui fait manquer Antoine davantage ? Alors nous serons tristes avec elle, » dit François. « Mais je pense que te voir l'aidera à guérir, tout comme le cœur de son fils t'a aidé à guérir. » Marie arriva avec son mari, Paul, et sa fille Émilie, âgée de 6 ans. Au moment où elle vit Sophie, Marie éclata en larmes. Elle s'agenouilla et attira Sophie dans une étreinte douce. « Merci, » murmura Marie. « Merci de prendre soin de son cœur. Je promets que je le ferai, » dit Sophie. « Je promets que je vivrai la meilleure vie pour nous deux. » Marie plaça sa main sur la poitrine de Sophie, sentant le battement régulier du cœur de son fils. « Il est toujours là, » murmura-t-elle. « Mon bébé est toujours là. » Et à ce moment, 2 familles brisées par la perte commencèrent à guérir ensemble. Le printemps arriva avec des fleurs de cerisier et de nouveaux commencements. Sophie s'épanouissait, son énergie revenant semaine après semaine. Elle courait dans le parc, prudemment, mais elle courait. Elle riait sans s'essouffler. Elle était par toutes les mesures une fillette de 8 ans en bonne santé. Mais elle était différente maintenant, changée par ce qu'elle avait vécu. « Papa ?» dit Sophie un soir, alors qu'ils étaient assis ensemble sur le balcon du penthouse. « Je veux faire quelque chose d'important. »« Quoi donc, ma chérie ? » ?»« Je veux aider d'autres enfants comme moi. Des enfants qui ont besoin de transplantation. Des enfants qui ont peur et qui attendent. » François regarda sa fille, cette courageuse, brillante fille qui avait reçu une seconde chance dans la vie. « À quoi pensais-tu ? » ?»« J'ai réfléchi. Tu es riche, n'est-ce pas ? Vraiment riche ?» François rit. « Oui, je suppose que oui.
Alors peut-être pourrions-nous commencer quelque chose, une fondation ou quelque chose pour aider les familles qui ne peuvent pas se permettre les factures médicales, pour soutenir la recherche sur les transplantations, pour s'assurer qu'aucun enfant n'ait à mourir en attendant un cœur. François sentit des larmes dans ses yeux. Sophie, c'est une idée incroyable. Et peut-être que je pourrais parler à d'autres enfants qui attendent, leur dire comment c'est, leur donner de l'espoir. En un mois, la fondation Sophie Dubois fut établie. François l'a dotée de 50 millions d'euros et a embauché une équipe pour gérer les opérations. La fondation couvrirait les coûts médicaux pour les enfants en attente de transplantation, financerait des recherches de pointe et fournirait des services de soutien familial. Sophie devint le visage de la fondation, visitant des hôpitaux et parlant à des enfants malades avec une sagesse au-delà de ses années. « Je sais que tu as peur », dit-elle à un garçon de 6 ans qui attendait un foie. « J'avais peur aussi, mais tu es plus fort que tu ne le penses. Et il y a des gens qui se battent pour toi. Tu n'es pas seul. » Le travail de la fondation attira l'attention nationale. Les médias présentèrent l'histoire de Sophie, la petite fille sans abri qui avait sauvé le fils d'un milliardaire, puis avait été sauvée elle-même. Les dons affluèrent. D'autres familles fortunées se joignirent à la cause. Mais le moment le plus significatif vint 6 mois après la chirurgie de Sophie. La fondation tint son premier gala de collecte de fonds, récoltant plus de 20 millions en une seule soirée. La famille Moreau était là. Marie fit un discours sur le don d'organes qui ne laissa aucun œil sec dans la salle. « Mon fils Antoine est mort trop jeune », dit-elle, sa voix brisée mais forte. Mais son cœur bat toujours dans Sophie Dubois. Et à travers elle, à travers cette fondation, son héritage sauvera d'innombrables autres enfants. C'est le cadeau du don d'organes. La vie continue, l'amour continue, l'espoir continue. Après le discours, Marie et Sophie se tinrent ensemble sur scène. Sophie tenait une photo d'un garçon aux cheveux roux, souriant, avec son Golden Retriever. « Merci Antoine », dit simplement Sophie, « de m'avoir donné la vie. Je promets de ne pas la gaspiller. » La salle éclata en applaudissements. Plus tard, cette nuit-là, alors que François bordait Sophie dans son lit, elle le regarda avec ses sérieux yeux bruns. « Papa, puis-je te dire quelque chose ?»« Bien sûr, ma chérie. Je n'ai plus les rêves sur Antoine. Mais hier soir, je l'ai senti, comme s'il disait au revoir, comme s'il savait que j'allais être bien maintenant et qu'il pouvait se reposer. » La gorge de François se serra. Comment était-ce? Comme un câlin. Et il a dit, de rien. Et j'ai dit, je te rendrai fier. Et il a dit, tu l'as déjà fait. Que ce soit réel ou simplement la belle imagination de Sophie, François ne le saurait jamais. Mais cela n'importait pas. Antoine Moreau avait sauvé la vie de sa fille, et sa fille utilisait cette vie pour sauver d'autres. C'était, pensa François, le cercle le plus parfait qu'il ait jamais vu. « Je t'aime, Sophie Grace Dubois », dit-il, embrassant son front. « Je t'aime aussi, papa. Merci de m'avoir sauvé d'abord. Tu nous as sauvés, ma chérie. Tu nous as tous sauvés. » Alors qu'il quittait sa chambre, François s'arrêta à la porte, regardant sa fille endormie, Sophie, qui avait commencé sa vie sans abri et seule. Sophie, qui avait risqué tout pour sauver un étranger. Sophie, qui avait affronté la mort et en était ressortie plus forte. Sa fille, son héroïne, son miracle. Et quelque part, François espérait, Antoine Moreau souriait aussi. 5 ans plus tard, François se tenait dans l'auditorium de l'école privée la plus prestigieuse de Paris, regardant sa fille prononcer le discours de remise des diplômes pour sa classe de 4e. Sophie avait 13 ans maintenant, grande et en bonne santé, ses cheveux noirs tirés en queue de cheval, son sourire radieux. « Quand j'avais 7 ans, j'étais sans abri et malade, » dit Sophie, sa voix claire et confiante. « Je ne pensais pas que je vivrais pour voir mes 8 ans. Mais alors, quelque chose s'est produit qui a tout changé. J'ai sauvé la vie d'un garçon et en retour, j'ai trouvé une famille. Puis, un autre garçon que je n'ai jamais rencontré a sauvé ma vie en me donnant son cœur et j'ai appris la leçon la plus importante que quiconque puisse apprendre. Nous sommes tous connectés. Nos choix ont des répercussions que nous ne pouvons pas imaginer. » François sentit des larmes dans ses yeux.
À côté de lui était assis Thomas, maintenant âgé de 16 ans, et toujours dans son fauteuil roulant, mais s'épanouissant. Il était capitaine de l'équipe de basket en fauteuil roulant de l'école et venait d'être accepté au programme d'admission anticipée de l'école polytechnique. Dans la rangée derrière eux étaient assis Marie et Paul Moreau avec leur fille Émilie, maintenant âgée de 11 ans. Ils étaient devenus une famille au fil des ans, célébrant les fêtes ensemble, honorant la mémoire d'Antoine tout en embrassant le miracle de la vie de Sophie. La Fondation Sophie Dubois a aidé plus de 300 enfants à recevoir des transplantations, continua Sophie. Mais il ne s'agit pas de chiffres, il s'agit de 300 familles qui n'ont pas eu à dire au revoir, 300 enfants qui peuvent grandir, tomber amoureux, poursuivre leurs rêves. C'est l'héritage d'Antoine Moreau. C'est ce que son don signifiait. L'audience éclata en applaudissements. François se tint debout en applaudissant jusqu'à ce que ses mains lui fassent mal, son cœur explosant de fierté. Après la cérémonie, ils se rassemblèrent dans la cour de l'école. Sophie était entourée d'amis et de professeurs, tous voulant la féliciter. Mais elle s'éloigna pour trouver François. « Papa, pouvons-nous aller quelque part, juste nous et Thomas et les Moreau ?»« Bien sûr, ma chérie. »« Où ?»« Le parc où tout a commencé. » 1 heure plus tard, ils se tenaient au parc du Luxembourg. La zone qui avait été inondée ce terrible jour était maintenant un jardin commémoratif. François avait financé sa création. Un bel espace avec une fontaine et des bancs dédiés aux premiers intervenants d'urgence et aux héros ordinaires. Mais il y avait un banc en particulier qui importait le plus. Un simple banc en bois avec une plaque de bronze à la mémoire d'Antoine Moreau, dont le cœur courageux continue de battre. Sophie s'assit sur le banc, faisant signe à tous de la rejoindre. Marie s'assit à côté d'elle, prenant sa main. « Je voulais venir ici aujourd'hui, » dit Sophie, « parce que c'est là que tout a changé. C'est là que j'ai décidé que la vie d'un garçon valait la peine de risquer la mienne. J'étais malade ce jour-là. Mon cœur était déjà défaillant. J'aurais pu mourir dans cette eau, mais je ne pouvais pas simplement rester là et regarder. » Elle se tourna vers François. « Papa, tu m'as demandé une fois pourquoi j'avais fait cela. Pourquoi j'étais entré dans l'inondation alors que j'étais si malade. Tu as dit que tu devais le faire. » François se souvint. « Tu as dit que tu ne pouvais pas regarder quelqu'un mourir sans essayer d'aider. C'est une partie, mais il y a plus. » Les yeux de Sophie brillaient de larmes. « J'ai vu ma mère mourir. J'étais trop petite, trop impuissante pour la sauver. Mais ce jour-là, dans cette tempête, je n'étais pas impuissante. Il y avait un petit garçon qui avait besoin d'aide, et je pouvais la donner. Je devais prouver que toute la souffrance signifiait quelque chose, que je pouvais transformer ma douleur en salut de quelqu'un d'autre. » Elle regarda Thomas. « Je ne savais pas que je sauvais aussi ma propre vie. Je ne savais pas qu'en te sauvant, cela me donnerait une famille, un foyer, un avenir. Je savais seulement que c'était la bonne chose à faire. » Thomas approcha son fauteuil, des larmes coulant sur son visage. « Tu m'as donné plus que ma vie, Sophie. Tu m'as donné une sœur. Tu as donné à papa une raison d'arrêter de vivre dans le passé. Tu as ramené notre famille à la vie. Et Antoine, » dit Sophie, se tournant vers Marie, « il a complété le cercle. Il m'a donné le cadeau des années, de grandir, de faire une différence. Je le porte avec moi tous les jours. Chaque battement est un merci. » Marie attira Sophie dans une étreinte serrée. « Tu l'as honoré si magnifiquement. Il serait si fier de la jeune femme que tu es devenue. Je veux faire une promesse, » dit Sophie, se levant et s'adressant à tous. « Je promets de vivre pleinement, d'aimer profondément et d'aider les autres comme je peux. Je promets de ne jamais prendre un seul jour pour acquis. Je promets de faire en sorte que mes 2 vies, celle qui m'a été donnée et celle que j'ai reçue, comptent pour quelque chose. » François se leva et enveloppa ses bras autour de sa fille. « Tu l'as déjà fait, ma chérie. Tu l'as déjà fait. » Alors que le soleil se couchait sur Paris, les 2 familles se tenaient ensemble dans le jardin commémoratif. 3 vies perdues. Élise, la mère de Sophie. Antoine. 3 vies sauvées. Thomas. Sophie. Et d'une certaine façon, François lui-même. « Papa, » dit doucement Sophie alors qu'ils retournaient vers la voiture, « te demandes-tu parfois pourquoi? Pourquoi tout ceci s'est passé comme ça ?» François y réfléchit.
à propos de la tempête qui aurait dû tuer son fils, à propos de la fillette sans abri qui n'aurait pas dû survivre, à propos du cœur qui est arrivé exactement au bon moment. J'avais l'habitude de penser que la vie concernait le contrôle, dit-il, à propos de faire arriver les choses par la force de volonté et l'argent. Mais tu m'as appris quelque chose de différent. Tu m'as appris que la vie concerne la connexion. À propos des moments où nous choisissons d'être courageux, d'être gentils, d'être désintéressés, tout le reste n'est que des détails. C'est beau, papa. Je l'ai appris de toi. Cette nuit-là, François se tint à la porte de Sophie en la regardant dormir, comme il l'avait fait chaque nuit depuis qu'elle était entrée dans sa vie. Elle avait 13 ans maintenant, plus la petite fille de 7 ans qu'il avait d'abord rencontrée, mais elle était toujours son miracle, toujours son héroïne. Son téléphone vibra, un email de la fondation, une autre famille tendant la main, désespérée d'avoir de l'aide avec les coûts de transplantation de leur enfant, une autre vie qui avait besoin d'être sauvée. François sourit. Demain, lui et Sophie les aideraient. Ils utiliseraient l'héritage d'Antoine et l'histoire de Sophie pour donner à une autre famille de l'espoir, parce que c'est ce que font les héros. Ils rendent l'appareil. Dans l'obscurité, François murmura les mots qu'il disait chaque nuit. « Merci, Élise, de m'avoir appris à aimer. Merci, Antoine, d'avoir donné vie à Sophie. Merci, Sophie, de nous avoir tous sauvés. » Et quelque part dans l'univers, ils croyaient qu'ils souriaient tous. Si cette histoire a touché votre cœur, n'oubliez pas de la liker et de la partager avec des amis et des proches qui ont besoin d'entendre ce message d'espoir. Pour continuer à soutenir des histoires comme celle-ci et avoir accès à du contenu exclusif, envisagez de devenir membre de la chaîne en cliquant sur le bouton « Devenir membre » ci-dessous. Chaque don nous aide à continuer à vous apporter des histoires inspirantes comme celle-ci. Commentez ci-dessous quelle a été votre partie préférée et quelle histoire vous aimeriez entendre ensuite.